Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. 30 juillet 1733, fondation de la première grande loge dans le Nouveau Monde, la Grande Loge du Massachusetts. Dans la franc-maçonnerie européenne, comme dans beaucoup de structures, il ne se passe pas grand-chose durant les mois estivaux de juillet et d'août. Les calendriers maçonniques bien remplis ont pris fin juin, et les vénérables maîtres ainsi que leurs collèges d'officiers fourbissent leurs armes pour la nouvelle année. Votre serviteur, cette année, n'est pas de cela. Profitant mollement de la chaleur écrasante du soleil de Provence, je ne trouvais quoi vous raconter dans cette chronique mensuelle d'histoire maçonnique. Je bats ma culpe. Décidant que pour m'aider à réfléchir, rien ne valait mieux que de faire autre chose, me voici à rattraper mon retard vidéoludique en installant un jeu vidéo acheté voici fort longtemps, mais que les aléas du temps m'avaient fait oublier, Assassin's Creed 3 d'Ubisoft. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Là, vous pourriez me dire, cherche-t-il à nous narguer? Est-il devenu fou? L'a-t-il toujours été? Répondant par l'affirmative à deux de ces questionnements, à vous de trouver l'autre, je me permettrai, tel Saint Jean-Baptiste, de pointer un doigt annonciateur vers le ciel et de m'écrier « Que nenni ! Permettez-moi de vous expliquer par quel subterfuge je m'en vais retomber sur mes pattes. » Tu te poses des questions sur la franc-maçonnerie ou tu veux faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, hein, t'oublies pas, comme ça te permettra de recevoir une notification tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à chaque fois que je publie une vidéo, à 9 h. Tu peux aussi cliquer sur merci et me remercier en me faisant un don de 5, 10 euros ou même 50 euros si tu le veux, hein. 50 euros par contre, tu auras le droit à une étoile dans le ciel étoilé qui est juste derrière moi avec ton prénom dedans. Et il n'en reste plus beaucoup. Je t'ai dit aussi que j'étais sur Twitter et Instagram. Tu cherches Hervé H. Lecoq et tu tomberas sur moi. Enfin, tombe pas trop fort parce que je suis fragile. N'importe quoi. Allez, sommatite bi. Ah, écoute pas. En effet, pourquoi vous parlez de ce jeu vidéo? Eh bien, tout simplement parce qu'il se déroule à Boston, dans l'état du Massachusetts. Et c'est dans cette ville, le 30 juillet 1733, c'était un lundi, qu'Henry Price amène officiellement la franc-maçonnerie en Amérique, dans le Nouveau Monde, en créant la troisième grande loge de l'histoire reconnue par les maçons de Londres, après 1717 à Londres et 1725 à Dublin. Jean-Baptiste, baisse ton doigt, nous allons commencer. Fondation de la ville et mise en place de la situation. Tout commence en 1630, quand John Winthrop et des colons anglais arrivent dans la baie du Massachusetts et fondent Boston. De son ancien nom indien, Shawmut, ou Shawmut, la nouvelle cité ne conserve rien. Les colons venant majoritairement de la ville de Boston en Angleterre, ils reprirent naturellement le nom de leur ancienne ville. En effet, dès 1612, John Cotton, le vicaire de Boston, en Angleterre, dans le comté du Lincolnshire, encouragea les partisans d'une plus grande liberté religieuse à s'engager dans la Massachusetts Bay Company. Mais il ne fut probablement pas le seul, puisqu'en 1620, des séparatistes avec l'Église d'Angleterre, fuyant Nottingham, débarquent sur le Nouveau Monde à bord du Mayflower et fondent New Plymouth, première ville du Massachusetts. Ce sont les habitants que l'on appela plus tard les Pères Pèlerins. En 1626, la même chose fut faite à Salem, avec cette fois un groupe de puritains. Salem grandit, mais un nouveau groupe se détache, et avec John Winthrop, ils partent et fondent Boston. La ville se dote d'institutions et commence alors à essaimer autour d'elle des localités dont elle est le chef-lieu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, bien que puritain, la musique, la danse, les jeux et l'alcool n'étaient pas interdits par ces puritains. Ainsi, tout naturellement, l'un des premiers établissements qu'ils créèrent dès les années 1640 fut une taverne. Mais sachez que ce mot n'était pas celui employé. Ainsi, dans les premières années de la colonisation anglaise, on ne disait pas taverne, mais ordinary, pour désigner ce genre d'établissement. Nous sommes tout de même chez des puritains, ne l'oublions pas. Mais pour ne pas s'y tromper, rapidement l'établissement adopta pour effigie des grappes de raisin. Au-dessus de sa porte, tout est symbole. Situé à l'angle de Kirby Street et de King Street, maintenant State Street, cette ordinary de bois fut remplacée en 1712 par une taverne de briques à 3 étages par un certain Francis Holmes, tenancier de 1712 à 1731. Celle-ci acquit une grande renommée dans la ville et ne fut détruite qu'en 1798. Si, en 1750, le capitaine Francis Goélette décrit l'établissement comme la meilleure maison à ponge de Boston recherchée par la plupart des gentlemen commerçants et des maîtres de vaisseau,
C'est aussi ici que George Washington fêta le départ des Anglais de la région en 1776, durant une fête qui dura de nombreux jours. Et ici encore qu'en 1780, Lafayette fut reçu pour annoncer que la France était prête à soutenir les patriotes. Enfin, en 1786, c'est dans cette taverne que sera fondée la compagnie de l'Ohio, donnant naissance à l'État du même nom par des officiers de l'armée continentale, inspirés par le général Rufus Putnam de Rutland, cousin du général Israel Putnam. Mais toute l'histoire de cette taverne n'est pas honorable, car c'est aussi là qu'une partie des contrats de vente et d'achat d'esclaves se déroulaient, car King Street était réputé pour pouvoir se dérouler le marché aux esclaves. Il fallait donc pour les acheteurs finaliser sur le papier les transactions. Ils le faisaient donc dans l'une des 3 tavernes les plus proches, The Bunch of Grapes incluse. Parallèlement, l'établissement était très réputé pour être le lieu de réunion des High Whigs. Rappelons que les Whigs étaient les Anglais libéraux en opposition aux Tories conservateurs et qui s'affirmèrent dès 1680, souhaitant exclure Jacques II, alors duc d'York, de la succession au trône. Pour autant, ce soutien politique d'apparence à la couronne n'empêchait pas une certaine vision du patriotisme plus favorable à la Nouvelle-Angleterre qu'à l'ancienne. On pouvait ainsi rencontrer souvent Paul Révéré, celui qui avertit les habitants de la ville de l'arrivée des Anglais dans cet épisode désormais célèbre de la guerre d'indépendance, mais nous reparlerons de lui. Cela posa notamment problème lorsque les troupes britanniques occupèrent la ville, puisque c'est cette taverne que les militaires anglais affectionnaient tout particulièrement pour venir y dépenser leurs soldes. Mais tout ceci n'est qu'accessoire pour l'histoire que je vais vous narrer aujourd'hui. Car ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'histoire officielle d'un parti politique, d'une armée ou d'un pays, mais bien de l'histoire maçonnique. 30 juillet 1733, fondation de la Grande Loge du Massachusetts. Pour bien comprendre la fondation de la Grande Loge du Massachusetts, il nous faut parler d'un homme, Henry Price. Nous sommes en 1723. Henry est un tailleur qui vient s'installer dans le Nouveau Monde et il arrive à Boston. À cette date, la ville compte déjà 16 000 habitants et est un haut lieu du commerce en Nouvelle-Angleterre. Henry, lui, est né en 1697 à Londres, ou dans ses environs. Marié 3 fois, tailleur de profession, comme nous l'avons mentionné plus tôt, il n'ouvre une boutique qu'en 1730 dans cette ville, qui a alors déjà 100 ans. Initié quelque temps avant son arrivée à Boston, il est dit très zélé et, malgré les distances, est membre de loges anglaises, probablement à la faveur de voyages commerciaux. C'est d'ailleurs lors d'un de ses voyages d'affaires en 1733 qu'il présenta la requête de ses frères auprès du grand maître de la Grande Loge d'Angleterre, Anthony Brown, 6e vicomte de Montagu, afin d'obtenir l'autorisation d'établir une loge régulière, comme cela est permis depuis 1721. L'autorisation est reçue le 13 avril 1733, mais il obtient bien plus. En effet, il obtient alors pour lui une députation de grand maître provincial lui permettant alors de créer des loges régulières sur le Nouveau Monde. La chose est surprenante de prime abord, mais pas exceptionnelle. Ce n'est pas ainsi la première fois qu'une telle faveur est accordée. En juin 1730, Daniel Cox reçut la même chose pour ouvrir une grande loge provinciale dans le New Jersey, New York et la Pennsylvanie. Ce cadeau restera pourtant lettre morte, car même si des loges se créèrent là-bas, ce ne fut pas l'initiative de Cox, et en 1732, la cause semblait perdue. Il rentre donc en Nouvelle-Angleterre et une réunion est organisée le 30 juillet 1733 à la taverne The Bunch of Grapes, où, en compagnie de 18 frères, il lit l'autorisation du grand maître lui donnant le droit de devenir le grand maître provincial de Nouvelle-Angleterre, Provincial Grand Master of New England and Dominions and Territories thereunto belonging. À charge pour lui alors de faire respecter les constitutions, mais aussi d'organiser une fête en décembre pour la Saint-Jean, ainsi que de créer une société caritative, General Charity, pour les nécessiteux de la ville. Notons par ailleurs qu'en août 1734, la fonction de grand maître provincial ne s'étendra à rien de moins que toute l'Amérique du Nord. Mais pour l'heure, nous sommes le lundi 30 juillet 1733. Henry se doit d'établir son collège. Il nomme alors Andrew Belcher, député grand maître, et Thomas Cannell ainsi que John Quan comme grand surveillant. On procède ensuite dans la foulée à la réception de 8 profanes, puis on lit la demande de 18 frères souhaitant créer une loge régulière. La première officiellement du Nouveau Monde. Car de nombreuses loges dites sauvages existent bien évidemment, que ce soit à Philadelphie ou dans d'autres villes. Cette loge prendra le nom de St. John's Lodge, avec Henry Hope pour vénérable maître, James Gordon et Frederick Hamilton comme surveillants,
et sera connue jusqu'en février 1783 comme la première loge. Mais malheureusement, et comme bien souvent, aucune trace écrite ne fut conservée de cette loge jusque dans les années 1750. Seule trace de cette époque, la chaise Harry Price est désormais conservée comme une relique par le musée de la Grande Loge du Massachusetts. Ce qu'il est possible d'affirmer pour autant, c'est que cette loge ne conférait pas le grade de maître. En effet, à l'époque, le grade honorifique de maître n'était conféré que dans les loges de maître se réunissant à ce seul but, à d'autres dates qu'à celle des tenues régulières de la loge d'apprentis compagnons. Et après, la société fraternelle prospéra. En 1734, Benjamin Franklin, de passage à Boston, rencontra Price et lui demanda l'autorisation d'ouvrir des loges régulières à Philadelphie. Cela lui fut accordé l'année d'après, c'était au tour de Portsmouth, du New Hampshire, d'Annapolis, d'Halifax et de la Nouvelle-Écosse. Au bout de 3 ans de service, il quitta sa fonction et Robert Tomlinson fut autorisé par le grand maître en Angleterre à lui succéder. Celui-ci mourut en 1740 et l'office fut alors confié au passé grand maître, Price donc, qui reprit du service pour 4 années de plus, jusqu'à ce que Thomas Oxnard fut autorisé par Londres à reprendre le flambeau. Il le fit. Mais il mourut en 1754, décidément. Et qui appela-t-on pour le remplacer? Eh oui, le passé grand maître, Henry Price. Mais cette fois-ci, il ne se ferait pas reprendre. Il se donna à la tâche durant 1 an, le temps que Jeremy Ridley soit nommé. Mais devinez quoi? Après 10 années passées comme grand maître, celui-ci mourut. Et là, vous vous dites, ah, mais c'est une blague. Eh ben non, on demande à Price de revenir, mais cette fois pour assurer le simple intérim avant la nomination de John Wow. Et devinez qui mourut alors? Non, je plaisante. Non, je plaisante. Cette fois-ci, Price, en fait, avait déménagé à Townsend. Sa seule participation fut de venir aux tenues de Saint-Jean pour la Quarterly Communication, soit à près de 46 miles de chez lui, ce qui est un beau câble de halage pour l'époque, et ce jusqu'au 28 janvier 1774, soit juste avant l'occupation par les troupes britanniques de la ville de Boston. Ainsi, de 1724 à 1774, le petit tailleur du début était devenu un commerçant aguerri, propriétaire de nombreux commerces, d'une ferme, et en profitant même pour faire le commerce de la laine jusqu'à sa mort en 1780. Âgé de 83 ans, celui-ci mourut d'ailleurs d'une manière insolite, puisque c'est en coupant du bois que la hache glissa et lui donna une blessure mortelle. Pourtant, cette loge n'enchante pas tous les frères de Boston à mesure que le temps passe, et notamment les artisans et autres travailleurs manuels qui en sont éconduits. 9 maçons commencèrent alors à se réunir dès 1752 et demandent alors, par pétition, la Grande Loge d'Écosse, le droit d'ouvrir une loge sous son autorité. Celle-ci est accordée en 1756 par Sholto Charles Douglas, Lord Aberdour et grand maître de l'époque. Se constitue alors la loge de Saint-Andrews, numéro 82, avec pour vénérable maître le docteur Joseph Warren, le bijoutier Paul Révéré, premier apprenti reçu en 1760 lorsque la patente arriva, soit plus de 34 frères reçus avant cette date, et l'avocat John Hancock, qui les rejoignit plus tard en 1762. Tous 3 parmi ceux qui sont considérés comme les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Ils étaient alors 21. Mais pour se réunir, il faut avoir un lieu, et c'est la Green Dragon Tavern qui fut choisie. Avant de poursuivre, arrêtons-nous ici un instant pour faire un peu de terminologie britannique. Un pub est un établissement où l'on boit, une taverne est un lieu où l'on mange et où on fait des affaires, et un inn est censé avoir reçu une licence pour pouvoir loger des voyageurs. Ainsi, l'établissement fut un pub, a public house, mais en 1674, son tenancier, Nicholas Wilmot, reçut l'autorisation de servir de la bière et d'y tenir des spectacles. En 1682, il ouvrit plusieurs chambres et obtint l'autorisation d'être un innholder. Suivant la tradition anglaise, chaque chambre possédait un nom, The Cross Keys, The Anchor, The Castle, The Sun, The Rose, mais la plus réputée était sans conteste The Green Dragon. Faisant la renommée de l'endroit, cette chambre vit un drame se produire. En effet, en 1690, la chambre brûla dans la nuit, ravageant une partie de l'inn. La neige et l'absence de vent permirent à l'incendie de cesser. Mais en emportant la chambre, la taverne venait d'y gagner un nom populaire. The Green Dragon. L'établissement changea plusieurs fois de propriétaire, mais servit progressivement de lieu de rendez-vous pour les conservateurs, Tories, mais aussi pour les conspirateurs de tous ordres. Des Fils de la Liberté, au Boston Caucus Pro Bono Publico, en passant par le Boston Committee of Correspondence, ils se réunirent tous dans les sous-sols de la taverne du Dragon Vert. Pourtant, à l'étage, une autre activité se déroulait, celle de la loge Saint-Andrews dont je vous ai parlé justement. En effet, en 1766, la loge acheta la taverne et c'est là, dit-on, que partirent les patriotes déguisés en Indiens Mohawks lors de la nuit du 16 décembre 1776 pour s'opposer au Tea Act de mai 73, dernier acte d'absolutisme législatif par la royauté britannique envers ses colonies. En réalité, bien évidemment, la réalité est plus compliquée.
car tous les participants à cet événement ne s'étaient pas déguisés en indiens, et tous les indiens n'étaient pas des francs-maçons. Ainsi, c'est une foule de 2 à 7000 personnes qui assista au déversage des 342 caisses de thé dans la rivière. Pourtant, dans le cahier du secrétaire de la loge, des indices sont troublants. Ainsi, la transcription des minutes de la loge décrit un ajournement le jour de l'arrivée des bateaux chargés de thé en ces mots. Les destinataires du thé ont pris du temps aux frères. Et le soir de la tea party, la loge fut également ajournée. De là à penser que certains frères s'habillèrent en mohawk pour partir vider des caisses de thé en s'élançant depuis la taverne du Green Dragon il n'y a qu'un pas. Ce qui est sûr pourtant, c'est l'activité contestataire de ce lieu, alors même si la Boston Tea Party n'y aurait pas forcément été planifiée, c'est bien de là que Paul Revere s'était lancé pour sa Midnight Ride afin d'alerter les miliciens du raid britannique. Mais ce que peu de gens savent, c'est que notre bien-aimé frère Paul n'en oubliait pas pour autant de se faire rembourser ses frais par les Fils de la Liberté, alors nommés The Committee of Safety. Mais tout ceci nous mène à quoi? Eh bien, à de nouvelles questions. Si la loge St. John, fondée en 1733, avait absorbé tous les frères venant à Boston, aurait-il eu besoin de créer la loge St. Andrews? Et dans ce cas-là, comment se serait déroulée la suite des événements menant à la guerre d'indépendance américaine? La réponse restera pour toujours en suspens, mais après l'indépendance, cette loge de St. Andrews adopta ensuite de nouvelles constitutions et se sépara de la Grande Loge d'Écosse pour former la Massachusetts One Lodge en 1782, non sans créer des tensions entre les frères durant quelques années, jusqu'à former une nouvelle loge pour accueillir les frères partisans de la sécession. En conclusion, sautant de toit en toit dans Assassin's Creed 3, voici l'histoire que j'avais envie de vous raconter en cette période de vacances, canicule, orage intense à venir. Bien évidemment, les lecteurs avertis auront remarqué que dans un précédent article de Gadbu Info, je parlais justement du fait que la Grande Loge de Boston soit décrétée 3e Grande Loge au monde, juste parce que l'Angleterre, notamment, avait une relation avec aussi la Grande Loge de Munster. C'est toute une histoire. On parle de loge régulière ou pas. Pour autant, plutôt que de se soucier de savoir si on est régulier, irrégulier, reconnu ou battante sur un poney, peut-être devrions-nous nous demander si nous faisons vraiment le travail nécessaire pour la propagation des valeurs de notre ordre, ou si nous n'agissons pas à l'inverse en nous étriant comme des imbéciles en loge ou sur les réseaux sociaux. C'est dur, nous fautons tous, mais essayons toujours d'adopter de la mesure en toutes choses. Allez, so mote it be.